famille. Et comme elle est notoire, Vladimir Poutine tient ses affaires familiales à l'écart de l'État. Il parle rarement de ses filles, et personne ne peut dire avec certitude qu'il tient son lit chaud la nuit. Mais cela ne signifie pas que sa famille n'est pas impliquée dans les affaires de la Russie. En fait, des rapports récents ont révélé que M. Poutine cache la majeure partie de sa richesse mal acquise à sa famille. Et comme elle est notoirement privée, personne ne sait à quel point la première famille du Kremlin est riche. La vérité est que la famille de Vladimir Poutine est plus riche que vous ne le pensez. Et nous sommes sur le point d'en découvrir les moindres détails. Qui est la famille de Poutine? Si l'homme le plus riche du monde pense que Poutine est plus riche que lui, quelle est la richesse de Poutine? Et si la majeure partie de la richesse de Poutine est détenue par sa famille, quelle est sa richesse? C'est un chiffre difficile à cerner. En réalité, la plupart des gens pensent que sa valeur nette se situe entre 300 et 500 milliards de dollars. Cela semble ridicule, je sais, et c'est parce que c'est faux. En réalité, Poutine est bien plus riche que cela. Poutine et sa famille seront toujours aussi riches que l'État russe. Si la richesse totale de la population adulte russe s'élève à 3,8 billions de dollars, c'est-à-dire à quel point la famille du dictateur est riche. Et si l'économie russe elle-même vaut 1862 milliards de dollars, c'est exactement ce que veut Poutine. Et c'est parce que la Russie est une dictature. Toutes les ressources de l'État sont à la disposition de Poutine. C'est aussi simple que cela. Quiconque vous dit le contraire ne sait rien du pouvoir que Poutine et sa famille exercent sur la Russie. Le pouvoir est absolu. Mais vous devez savoir que, d'une manière étrange, il en a toujours été ainsi. La famille de Poutine a toujours côtoyé le pouvoir, même lorsqu'elle n'était que de simples paysans. En fait, Vladimir Poutine est issu d'une longue lignée de paysans qui remonte au XVIIe siècle, dans le district de Tver en Russie, où les Poutines et leurs familles apparentées, telles que les Shelomov, les Tursanov, les Bouyanov et les Fomines, travaillèrent la terre, endurant les difficultés et les défis inhérents à leur mode de vie rural. L'un des premiers ancêtres connus de Poutine est Yakov Nikitin, né entre 1627 et 1628. Juif originaire de Géorgie, il vivait dans le district de Tver, où il servait le boyard Ivan Nikititch Romanov, qui était l'oncle du tsar Mikhail Fedorovitch. Génération après génération, les Poutines sont restés enracinés dans le district de Tver, poursuivant leur mode de vie paysan. Ils ont relevé les défis de leur époque, assistant à la montée et à la chute des empires, ainsi qu'aux changements radicaux qui ont façonné l'histoire de la Russie. Au XIXe siècle, nous rencontrons Spiridon Poutine, le grand-père de Vladimir Poutine. Spiridon a travaillé comme cuisinier personnel pour Vladimir Lénine et Joseph Staline. Et c'est cette proximité avec le pouvoir absolu qui a préparé le terrain pour l'accession de son petit-fils à ce même pouvoir. Le fils de Spiridon, le père de Poutine, Vladimir Poutine père, jouera un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est battu courageusement, défendant sa patrie contre les forces d'invasion. Il a été gravement blessé pendant la guerre. Mais ils sont restés pauvres. C'est dans cette même pauvreté que Vladimir Poutine a grandi. Et c'est à partir de cette pauvreté qu'il a entamé une carrière de 17 ans au sein du KGB, l'agence de renseignement soviétique aujourd'hui disparue. Le dévouement et les compétences de Vladimir Poutine au sein du KGB ont ouvert la voie à sa carrière politique, à sa présidence et à sa dictature. En 1998, Vladimir est devenu président de la Russie. En 2012, il en est devenu officieusement le dictateur. Mais ce n'est qu'un aspect de la question. D'autre part, Poutine était aussi un père de famille. Dès le 28 juillet 1983, il épouse Lyudmila Shkrebneva. Ensemble, ils auront 2 filles. Maria, l'aînée des 2, est née à Leningrad en 1985, tandis que Katerina a suivi 1 an plus tard en Allemagne, où la famille était stationnée pendant la période où Poutine travaillait au KGB. Les 2 filles ont reçu des noms en l'honneur de leur grand-mère, Maria étant souvent surnommée Masha et Katerina Katia. Cependant, leur vie a pris un tournant dramatique lorsque Poutine a assumé le rôle de président en exercice. Soucieuses de leur sécurité et de leur vie privée, les filles ont été retirées de l'école et ont reçu une éducation dispensée par des tuteurs privés dans l'enceinte de leur maison. Les biographes de M. Poutine l'a décrit comme un père aimant. Mais il est apparu que ses ambitions et ses responsabilités politiques ont pesé sur ses relations avec ses filles. Au fur et à mesure qu'il accédait à des positions de pouvoir plus élevées, le temps qu'il passait avec eux devenait de plus en plus limité. L'un des premiers biographes de Poutine a noté que la famille s'est retrouvée isolée et entourée de sécurité après que Poutine soit devenu Premier ministre pour la première fois. Malgré la distance physique, Maria et Katrina tiennent leur père en haute estime et lui témoignent de l'admiration. Cependant, il était clair qu'elles n'avaient pas le même niveau d'accès à lui que dans leurs premières années. Alors que les filles grandissent, la carrière politique de leur père continue de prospérer et des rumeurs commencent à circuler sur sa vie privée.
Le mariage de Poutine avec Lyudmila Shkrevneva, sa première épouse et la mère de ses filles, semble avoir été tendu. Lyudmila n'était pas une femme heureuse et des rapports indiquent que Poutine ne la prenait pas dans ses bras avec la même affection qu'auparavant. Après des décennies de mariage, le couple a annoncé son divorce en 2013. Le divorce a marqué un tournant dans la perception publique de la vie personnelle de Poutine. Lyudmila était devenue de plus en plus invisible dans les apparitions publiques de Poutine, tandis que des rumeurs sur ses liaisons présumées commençaient à faire surface. La gymnaste olympique Alina Kabaeva a été l'une des femmes liées à M. Poutine par une liaison amoureuse, et l'on a même supposé qu'ils avaient eu 2 enfants ensemble. Malgré les défis et les controverses entourant leur père, Maria et Katrina ont suivi leur propre voie. Maria a étudié la biologie avant d'entrer à l'école de médecine, tandis que Katrina a suivi des études asiatiques à l'université. Les 2 jeunes filles ont fréquenté l'université sous de fausses identités, soulignant ainsi le besoin d'intimité et de sécurité dans leur vie. Mais il fallait bien que les filles se marient à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'il est devenu très difficile de cacher les filles et les richesses de Poutine. Mais la plupart des discussions autour de la ville tournaient encore autour de rumeurs. Personne ne savait avec certitude qui les filles de Poutine avaient épousé. Mais l'une des rumeurs les plus importantes concerne le mariage présumé de Maria avec l'homme d'affaires néerlandais Jorrit Fassen. Bien que la chronologie exacte de leur relation ne soit pas claire, des rapports suggèrent qu'ils se sont unis à un moment donné. En 2017, lors d'un entretien avec le cinéaste Oliver Stone, Poutine lui-même a confirmé qu'il était grand-père, faisant allusion à l'enfant de Maria et Jorrit. Cependant, les détails concernant leur vie de famille et l'étendue de l'implication de Poutine en tant que grand-père restent rares. Katrina, quant à elle, a été au centre de l'attention en raison de ses relations présumées et de son style de vie somptueux. En 2013, elle épouse le milliardaire russe Kirill Shamalov lors d'une grande cérémonie organisée au centre de villégiature Igora à Leningrad. Le mariage était une affaire hautement sécurisée, avec un spectacle laser, un spectacle de patinage sur glace et un faux village russe. Cependant, leur mariage a été de courte durée, et le couple a divorcé en 2018. La procédure de divorce a révélé que leur fortune combinée s'élevait à un montant stupéfiant de 2 milliards de dollars. Les enregistrements des vols ont également mis en lumière la relation présumée de Katerina avec l'étoile de ballet allemande Igor Zelensky. Les 2 auraient eu une liaison clandestine qui aurait abouti à la naissance d'une fille. Katrina aurait effectué plus de 50 voyages secrets à Munich entre 2017 et 2019, souvent accompagnée par des membres des services secrets présidentiels de Poutine. Les détails de leur relation et l'état actuel de leur liaison ne sont pas divulgués. Une autre personnalité controversée liée à Poutine est l'ancienne femme de ménage Svetlana Krivonogik. Selon certaines informations, M. Krivonogik aurait entretenu une étroite amitié avec M. Poutine à la fin des années 1990 et au début des années 2000, qui aurait abouti à la naissance d'une fille nommée Elizaveta Vladimirovna Rozova. Bien qu'aucune confirmation officielle de cette relation n'ait été faite, des initiés ont remarqué qu'Elizaveta ressemblait étrangement à Poutine, ce qui a donné lieu à des spéculations sur sa paternité. Les liens présumés et les controverses entourant les filles de Poutine ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la communauté internationale. En 2022, les États-Unis ont sanctionné Maria et Katerina, les accusant de s'enrichir aux dépens du peuple russe. Les sanctions les ont coupées du système financier américain et ont gelé tous les actifs qu'elles détenaient dans le pays. Des mesures similaires ont été prises par le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, intensifiant encore la surveillance de leur vie privée. Ils ont également gelé les avoirs des beaux-fils de Poutine. La raison en est simple. Monsieur Poutine utilise sa famille comme intermédiaire pour gérer ses actifs et effectuer des transactions financières en son nom. Cette stratégie permet au président russe de se mettre à l'abri du regard du public et de s'éloigner de toute activité financière douteuse. Maintenant que nous savons clairement à qui nous avons affaire, de quoi s'agit-il? Combien de choses Poutine cache-t-il à sa famille, à ses amis et à ses associés? La richesse matérielle de Poutine. Sur le papier, le président russe Vladimir Poutine semble être un humble homme d'État aux revenus modestes. En 2020, le Kremlin a révélé que M. Poutine gagnait un salaire annuel de 140 000 $. À titre de comparaison, le président des États-Unis est tenu par la Constitution de percevoir un salaire annuel de 400 000 $, soit plus du double de la rémunération de M. Poutine. Encore une fois, sur le papier, cela peut sembler être tout.
Mais si vous m'avez suivi, vous savez que ce n'est pas le cas. En effet, des documents récemment expurgés révèlent qu'en 2007, la fortune personnelle de M. Poutine s'élevait à environ 280 000 $. Mais à la même époque, il possédait un appartement privé de 833 mètres 2 à Saint-Pétersbourg, ainsi que d'autres biens. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un tableau complet. Car en 2012, Poutine a été photographié portant un certain nombre de montres bracelets coûteuses d'une valeur totale de 700 000 $, soit près de 6 fois son salaire annuel. Poutine est également connu pour offrir parfois des montres d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Par exemple, lors de vacances en 2009, il a offert une montre Blancpain à un jeune Sibérien qu'il avait rencontré. Les montres Blancpain sont les 15e plus chères des 337 marques de montres de luxe connues dans le monde. Selon certains experts, et si la parole d'Elon Musk ne vous suffit pas, Poutine pourrait être l'homme le plus riche du monde, avec des actifs s'élevant à 200 milliards de dollars. S'il s'agit d'une somme ridicule pour n'importe qui, ce chiffre n'est peut-être pas si farfelu pour Poutine. En effet, à la fin des années 2010, sa collection de montres de luxe a commencé à être révélée au grand jour et Poutine a souvent été vu arborant des montres haut de gamme dont le prix de vente est plusieurs fois supérieur à son revenu annuel supposé. Il a été photographié portant une montre Patek Philippe à calendrier perpétuel d'une valeur de 60 000 $ et possédait un turbographe A. Lange & Söhne d'une valeur de 500 000 $, ainsi que d'autres modèles sophistiqués. Mais si cela ne suffit pas à justifier l'affirmation farfelue d'une valeur nette de 200 millions de dollars, je dois vous montrer une autre chose que Poutine possède. Ce que vous voyez est un manoir de 190 000 pieds carrés qui se trouve au sommet d'une falaise dans un parc national protégé et qui surplombe la mer Noire. Sa construction est estimée à 1,4 milliard de dollars. En 2012, Sergueï Kolesnikov, un ancien associé de Poutine, a révélé au monde entier qu'il avait été chargé par le vice-premier ministre Igor Sechin de superviser la construction d'un colossal manoir de style italien, surnommé le Palais de Poutine, près du village de Praskovevka sur la mer Noire, pour un coût présumé d'1 milliard de dollars américains. Monsieur Kolesnikov a affirmé que le manoir, situé sur un terrain gouvernemental et équipé de 3 aéroports, d'une route privée financée par des ressources de l'État et gardée par des fonctionnaires en uniforme du service de garde officiel du Kremlin, était destiné à l'usage privé de Monsieur Poutine. Le 19 janvier 2021, 2 jours après l'arrestation par les autorités russes d'Alexei Navalny à son retour en Russie, une vidéo d'investigation réalisée par Navalny et la fondation anticorruption FBK a accusé Poutine d'avoir utilisé des fonds acquis frauduleusement pour construire le domaine, le qualifiant de plus gros pot de vin du monde. L'enquête de M. Navalny affirme que la taille du domaine est 39 fois supérieure à celle de Monaco et que le coût de la construction dépasse 1,35 milliard de dollars. La vidéo comprend des images aériennes du domaine capturées par un drone, un plan détaillé fourni par un entrepreneur et des comparaisons avec des photos de l'intérieur du palais ayant fait l'objet d'une fuite en 2011. M. Navalny a également décrit un système de corruption complexe impliquant le cercle rapproché de M. Poutine, permettant à ce dernier de dissimuler des milliards de dollars pour la construction du domaine. Il s'avère qu'il avait raison, car un examen plus approfondi a révélé que la propriété dont parlait Navalny, le même super manoir que Sergueï avait été chargé de superviser, était en fait le manoir de la mer Noire, une propriété côtière qui a été qualifiée de plus grande résidence privée du pays et qui sert de palais privé à Poutine, que les médias appellent la maison de campagne de Poutine. Le domaine n'est en fait que le terrain de jeu de Poutine. Il comprendrait des plafonds ornés de fresques, une piscine en marbre bordée de statues de dieux grecs, une maison d'hôtes de 27 000 pieds carrés, des spas avec hammam traditionnel, un salon de musique, des loges pour tout son personnel, un amphithéâtre, une patinoire de hockey sur glace ultra moderne, un casino de style Vegas, une boîte de nuit équipée de poteaux de striptease, une salle de bar présentant plus de 100 000 $ de vin et spiritueux, une salle de dégustation souterraine surplombant l'eau Hyperlink, et bien d'autres choses encore. La majeure partie du manoir aurait été décorée par une marque italienne de luxe exclusive, Citerio Athena, avec des canapés de style Louis XIV, des meubles de salle à manger d'une valeur de 500 000 $ et une table de bar d'une valeur de 54 000 $. Les salles de bain ont même été décorées avec des brosses de toilette italiennes de 850 $ et des porte-papiers hygiéniques de 1250 $. En plus de tout le mobilier extravagant, 2 millions de dollars sont dépensés chaque année rien que pour l'entretien de l'aménagement paysager de la propriété par un personnel de 40 personnes. Le manoir de Poutine, sur la mer Noire, a été conçu par l'architecte italien Lanfranco Cirillo.
Selon une enquête de Reuters, l'argent de ce projet extravagant aurait été blanchi par le biais du projet national santé, d'une valeur de 1,3 billion de roubles, dans le cadre duquel l'État a acheté des équipements médicaux coûteux à une société appartenant aux amis de Poutine, Shamalov et Gorelov, à un prix bien plus élevé que celui du marché Hyperlink. Les documents montrent que les deux hommes ont envoyé environ 56 millions de dollars sur des comptes bancaires suisses d'une société du Belize. Le compte du Belize a ensuite transféré environ 48 millions de dollars sur un compte contrôlé par Medea Investment, une société contrôlée par Cyrilo lui-même. À ce jour, Shamalov, Gorelov et Cyrilo nient toutes les allégations. Mais ce n'est pas le seul démenti, car croyez-le ou non, le Kremlin nie que Poutine soit propriétaire du manoir de la mer Noire. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'elle appartenait à un riche homme d'affaires. Mais quel riche homme d'affaires fait surveiller sa propriété par le FSB, le service de sécurité fédéral russe? Et au CA, où cela serait possible, quel homme d'affaires fortuné a le pouvoir d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de cette même propriété? Outre le manoir de la mer Noire, 19 autres maisons et 700 voitures, Poutine posséderait une collection de 58 avions et hélicoptères, dont un avion de 716 millions de dollars appelé le Kremlin volant, dont les toilettes sont en or. Rien d'étonnant à cela si l'on considère son goût pour l'architecture néoclassique grandiose. Et pour garder ses options ouvertes sur Terre, dans les airs ou en mer, il dispose également d'un méga-yacht de 100 millions de dollars, conçu par un fabricant de sous-marins nucléaires de la marine russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Poutine préfère voyager à bord d'un train blindé plutôt que de prendre l'avion. Je n'ai pas besoin de vous dire comment Poutine a réussi à amasser toutes ces richesses, car nous avons déjà établi qu'il disposait des ressources du pays. Mais il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Elle concerne ce que beaucoup appellent le plus grand chantage de l'histoire du monde. La somme, 200 milliards de dollars. Le chiffre de 200 milliards de dollars a été estimé par le financier Bill Browder qui, dans un témoignage devant la commission judiciaire du Sénat américain en 2017, a déclaré que Poutine avait amassé la majeure partie de sa richesse après qu'un tribunal de Moscou eut emprisonné l'oligarque Mikhail Khodorkovsky en 2003 pour fraude et évasion fiscale. Après la condamnation de Khodorkovsky, les autres oligarques sont allés voir Poutine et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire pour éviter de se retrouver dans la même cage que Khodorkovsky. Ils ne disaient pas 50% pour le gouvernement russe ou l'administration présidentielle de la Russie, mais 50% pour Vladimir Poutine personnellement. Pour couronner le tout, les Panama Papers ont révélé un réseau de transactions offshore secrètes et de prêts d'une valeur de 2 milliards de dollars qui ont été attribués à Poutine en 2016. Mais bien sûr, Vladimir nie toutes ces allégations, admettant seulement une autre forme de richesse. Il aurait déclaré « Je suis l'homme le plus riche, non seulement d'Europe, mais du monde entier. Je collectionne les émotions. Je suis riche parce que le peuple russe m'a confié à 2 reprises la direction d'une grande nation comme la Russie. Je crois que c'est là ma plus grande richesse hyperlink. » Et malgré toutes les traces écrites et les témoignages accumulés contre lui, le président russe poursuit sa mascarade de bureaucrate consciencieux au style de vie simple de la classe moyenne. La richesse politique de Poutine. Elon Musk avait raison, et Poutine a sa propre légion, le groupe Wagner, pas le FSB, bien que nous soyons d'accord sur le fait que le FSB est également tenu d'exécuter ses ordres. Ce que je veux dire, c'est que depuis que Poutine a pris le pouvoir, tous ceux qui ont commis l'erreur de s'élever contre Poutine sont morts mystérieusement et terriblement. Qui a tué Anna Politkovskaya? Il s'agissait d'une journaliste russe qui critiquait Poutine. Dans son livre La Russie de Poutine, elle accusait Poutine de transformer son pays en un état policier. 3 ans après la publication de ce livre, en 2006, Anna a été assassinée par des tueurs à gages qui l'ont abattue à bout portant dans l'ascenseur devant son appartement. 5 hommes ont été condamnés pour son meurtre, mais le juge a conclu qu'il s'agissait d'un meurtre à forfait, 150 000 dollars ayant été versés par un inconnu. Qui a tué Alexandre Litvinenko? La plupart des gens reconnaissent ce cas et ce visage. Litvinenko, ancien agent du KGB, est décédé 3 semaines après avoir bu, en 2006, dans un hôtel londonien, une tasse de thé imprégnée de polonium 210, une substance mortelle. Litvinenko était très critique à l'égard de Poutine, l'accusant notamment d'avoir fait exploser un immeuble d'habitation et d'avoir ordonné l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Une enquête britannique a révélé que Litvinenko avait été empoisonné par les agents du FSB Andrei Lugovoa et Dmitri Kovtun, qui agitaient sur des ordres probablement approuvés par Nikolai Patrouchev, l'un des plus proches conseillers de Poutine. Il y a aussi Alexei Navalny, qui est décédé très récemment. Le Kremlin affirme qu'il s'agit du syndrome de la mort subite. Mais tous ceux qui connaissent la situation savent qu'il s'agit là d'un tissu d'absurdité. Alexei lui-même avait prévenu le monde que s'il mourait en détention, il serait tué. Et c'est la seule chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Poutine a accès à la puissance militaire, au pouvoir politique et à sa propre légion.
Et tandis que nous analyserons la puissance militaire dans un instant, nous devons parler de sa légion, plus tristement célèbre sous le nom de groupe Wagner. The Wagner est un consortium d'entités qui fonctionne comme une société militaire privée, SMP, tout en offrant leurs services pour la sécurité et les opérations de combat. Les SMP n'ont rien d'étrange. Elles sont souvent engagées par les gouvernements pour remplir diverses fonctions, comme on l'a vu lors des conflits en Irak et en Afghanistan impliquant les États-Unis. Néanmoins, la façon dont la Russie utilise les SMP diffère de celle du reste du monde occidental. Alors que le monde occidental fait appel à des sous-traitants privés en raison de leur flexibilité et de la possibilité de les dénier, la Russie les utilise comme un bras de l'État, un bras secret, mais un bras tout de même. Et ils ne répondent à personne d'autre que Poutine lui-même. C'est pourquoi, lorsque le fondateur obscur du groupe, Evgeny Prigojine, est apparu au grand jour et a décidé de s'en prendre à Poutine et au Kremlin, il a été mis hors d'état de nuire. Le 23 août 2023, Prigojine figurait sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie, tuant 10 personnes, selon les autorités. Cependant, les autorités ont refusé de confirmer officiellement l'identité des autres passagers décédés dans l'accident. Mais que peut-on attendre d'un homme qui a passé 17 ans au KGB en tant qu'agent de renseignement étranger avant d'entamer une carrière politique? Et cela a porté ses fruits. Poutine a accès au code nucléaire de la Russie. Il contrôle toute la puissance de l'armée russe. Avec un budget de défense stupéfiant de 84 milliards de dollars, la Russie maintient son engagement en faveur de la puissance militaire. Cet investissement considérable de 84 milliards de dollars n'est pas que de la monnaie de poche. C'est un signe clair de la volonté de la Russie d'être un acteur de poids sur la scène mondiale. Et comme des points chauds comme l'Ukraine maintiennent les tensions à un niveau élevé, les experts parient que le budget de défense de la Russie ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Jetons un coup d'œil aux chiffres. La Russie s'enorgueillit d'un effectif militaire total de 1 330 900 personnes, ce qui la place au 5e rang mondial des forces armées. Parmi eux, 840 000 sont des militaires d'active, auxquels s'ajoutent 250 000 réservistes et environ 250 000 personnes exerçant des fonctions paramilitaires. Parlons maintenant du matériel. En matière de guerre terrestre, l'arsenal russe est tout à fait impressionnant. Elle possède un stock formidable de 12 556 chars, 151 640 et un véhicule militaire, et un arsenal de 14 798 pièces d'artillerie automotrice, tractées et à roquettes. Il est clair que les capacités militaires de la Russie ne doivent pas être sous-estimées, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter sur le champ de bataille. Le T-90M de 45 tonnes et 3 personnes, avec son canon de 125 mm et son blindage en acier composite, est le meilleur char d'assaut de Russie. Le T-90M est armé d'un nouveau canon 2A46 M4, qui a une très longue portée et peut tirer des missiles anti-chars d'une portée de 4 à 5 km. Il peut également engager des hélicoptères volant à basse altitude. La flotte aérienne russe compte 4 182 appareils, 773 avions de chasse, 744 avions d'attaque, une flotte de 14 avions ravitailleurs, 1530 et un hélicoptère et 537 avions d'attaque. Le Sukhoi Su-57 Félon est l'enfant chéri de la Russie dans le ciel. Cet avion de combat multirôle furtif de 5e génération a été conçu pour détruire spécifiquement diverses cibles terrestres, aériennes et maritimes. Et il le fait si bien que la plupart des gens le considèrent comme l'un des avions les plus avancés, si ce n'est le plus avancé de tous les temps. Sur les mers, la Russie ne sera pas en reste. Avec 598 moyens navals,